les choses changent. Tout le monde le savait depuis longtemps. L'Occident. Et l'Orient aussi. On le savait il y a un siècle. Le pétrole s'épuisait. Elle est belle, notre époque. Post-Moyen-Orient, pic pétrolier, post-n'importe quoi. On l'a appelée la longue catastrophe. C'est venu doucement, petit à petit au début, les queues à la pompe. Et puis cette canicule en 2008, où les blackouts ont duré des semaines. La grippe aviaire a frappé en 2009. J'ai été retiré de l'école quand les vaccins ont manqué. Ils disaient que ça irait mieux, on serait tous sauvés. Des carburants bio, l'énergie solaire, des centrales nucléaires plus propres. La dépression a commencé en 2012. L'Afrique a connu la famine et puis nous aussi. Les gens ont arrêté de chercher des solutions et ont juste tenté de survivre. On les a regardés mourir de faim pendant 40 ans. C'était irréel. Mais bientôt, les scènes qu'on nous montrait à la télé se sont passées dans nos rues. Ça fait des années que ça dure. Là, on est au point de rupture. J'avais 16 ans quand la Chine et la Russie ont cessé de se battre pour s'allier contre nous. Très vite, nous avons formé la coalition. Désormais, on se regarde en chien de faïence autour des derniers puits de la Caspienne. En août 1914, les troupes allemandes bivouaquent à quelques kilomètres de Paris. Pour prendre les Allemands de vitesse, le général Gallieni réquisitionne les taxis parisiens. En 48 heures, il réussit à acheminer 7000 hommes sur le front. L'avance allemande est brisée. Le pétrole et l'automobile viennent de renverser le cours de la guerre. Sans état d'âme, Rockefeller continue de vendre son pétrole aux deux camps. La filiale de Standard Oil a continué de coopérer avec les autorités allemandes tout au long de la Première Guerre mondiale, tout comme son homologue anglo-néerlandaise, la Rhenania, filiale de la Royal Dutch Shell. En 1938, l'Allemagne importait de Roumanie 886 000 tonnes. L'outre-Atlantique, 4 167 000 tonnes. Au total, 5 53 000 tonnes. Mais la guerre moderne sur les océans, dans les airs aussi bien que sur terre, exige des masses énormes de carburant. Elle peut produire annuellement 3 millions de tonnes d'essence synthétique. La production totale roumaine est de 5 600 000 tonnes. Au total, 8 600 000 tonnes. L'Allemagne sera donc toujours en déficit de 6 400 000 tonnes. Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a perdu toutes ses concessions pétrolières. Sans l'éthyle, ce composant chimique fourni par les firmes américaines DuPont de Nemours et la Standard Oil, l'aviation allemande n'aurait pas pu décoller en 1940. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les pétroliers américains n'ont pas été inquiétés pour leur complicité avec l'Allemagne nazie, à qui ils ont permis de fabriquer du pétrole de synthèse jusqu'en 1943. Dès 1945, les États-Unis négocient l'exclusivité des ressources pétrolières de l'Arabie saoudite en lui offrant une protection politique et militaire. Un an plus tard, en Iran, les Soviétiques créent une république fantoche, l'Azerbaïdjan, pour s'emparer des champs pétroliers du nord du pays. Ce sera le véritable début de la guerre froide. Les Iraniens saisissent le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le président Truman brandit la menace de l'arme atomique.
Staline, qui a d'autres visées en Europe de l'Est, finit par céder. En 1988, au terme de sa guerre contre l'Iran, Saddam Hussein est complètement ruiné. Après avoir été le bras armé du monde arabe contre la menace iranienne, il se voit refuser toute aide financière de la part des monarchies du Golfe, notamment du Koweït. Le 3 août 1990, il décide d'envahir ce pays qu'il a toujours considéré comme une province irakienne. La falsification des chiffres opérée en 1986 par les pays arabes sur le montant de leurs réserves réelles leur confère désormais une importance stratégique accrue. A mode that he should get out without concession, and this is the will of the world body. This is the will of the entire world, if you will, against this man. And he's got to understand it. So we're going to keep on repeating it. No concession, no negotiation for 1 inch of territory. And Mr. Saddam Hussein, you simply do what the world is calling upon you to do. Get out. À l'initiative des États-Unis, près d'1 million d'hommes provenant de plus de 30 pays différents sont massés en Arabie Saoudite. C'est la première guerre du Golfe. De son côté, la Chine a su en quelques années sécuriser ses sources d'approvisionnement partout à travers le monde, en nouant des alliances qui la mettent à l'abri des pressions américaines. Les Chinois mènent une diplomatie pétrolière planétaire qui leur confère plusieurs coups d'avance sur les États-Unis. Une véritable chasse gardée. Einstein et d'autres scientifiques veulent mettre un frein à l'association entre science et gouvernement. Ils perçoivent le danger qu'il y a à placer en de mauvaises mains la technologie et ses possibilités. We scientists who released this immense power have overwhelming responsibility in this world life and death struggle to harness atoms. Le 25 mars 1945, Einstein envoie une seconde lettre au président Roosevelt, l'avertissant des conséquences catastrophiques qui résulteraient de l'utilisation d'une bombe atomique. Mais le président meurt quelques jours plus tard, sans avoir eu le temps d'ouvrir la lettre. Nous ne voulions pas qu'on la fasse exploser au-dessus d'une ville japonaise, mais au-dessus d'un territoire vide, pour montrer aux scientifiques japonais qu'une chose aussi terrible existait et que le Japon devait signer une bonne paix avec les États-Unis. Nous avons tenté de persuader le gouvernement, mais sans succès. À peine la Seconde Guerre mondiale s'achevait-elle sur les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki qu'une guerre secrète était déclenchée. Elle allait déboucher sur l'une des plus terrifiantes périodes de l'histoire récente. Scientifiques soviétiques et américains ont alors imaginé des bombes de plus en plus puissantes. Une compétition mortelle qui a culminé il y a 50 ans avec la plus grosse explosion d'origine humaine de tous les temps. La course aux missiles de longue portée est lancée. Nikita Khrouchtchev, successeur de Staline, aimait afficher la puissance des missiles soviétiques. Mais contrairement aux Américains, les chercheurs soviétiques avaient ordre d'élaborer des armes toujours plus puissantes. À l'aube, l'équipage chargé de cette mission historique reçoit les dernières consignes. Le suivi de l'opération doit être assuré depuis une base militaire du nord de la Russie, à 1000 km de là. Les hommes ont été triés sur le volet et l'avion transformé pour la circonstance. Le Tsar, qui pèse 27 tonnes, a été doté d'un parachute et doit être largué à une altitude d'environ 13 000 mètres. Il doit chuter de près de 8000 mètres avant d'exploser. Ce qui, espère-t-on, laissera le temps à l'équipage d'échapper à la déflagration. To foresee exactly what will happen.
L'onde de choc a été telle que l'avion a chuté d'1 kilomètre. Comme il était très haut, ses passagers ont survécu, mais il a eu du mal à résister. L'explosion d'origine humaine la plus gigantesque de tous les temps produit un champignon qui culmine à 65 km, soit environ 7 fois la hauteur de l'Everest. Des bâtiments sont détruits dans un rayon de plus de 100 km. Si le Tsar explosait à une altitude optimale de 300 mètres au-dessus de Washington, tout serait instantanément réduit en cendres dans un rayon de 5 km. Dans un rayon de 20 km, les gens seraient brûlés au 3e degré. Et les bâtiments seraient détruits à plus de 30 km. Si seulement les gens cessaient de se demander comment est-ce possible? Comment se peut-il que les gens qui produisent toute la richesse réelle soient endettés envers les gens qui ne font que prêter de l'argent, symbole de cette vraie richesse? Le plus étonnant, c'est qu'une fois que nous réalisons que l'argent est en fait une dette, nous comprenons que sans dette, il n'y aurait pas d'argent. De plus en plus de nouvelles dettes doivent être créées pour trouver l'argent qui servira à payer les dettes précédentes. Alors bien sûr, la dette totale augmente, et les intérêts aussi, ce qui cause une escalade exponentielle de l'endettement. Seul le temps qui sépare la création des nouveaux emprunts et leur remboursement empêche le manque d'argent global de mettre le système en faillite. De plus en plus de choses doivent passer de l'état de ressources naturelles à celui d'ordures, année après année, juste pour éviter l'effondrement du système.